Bonjour à tous, il est 14h02, je vous propose de démarrer cette table ronde. Donc, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de la 4e journée de la Semaine européenne du développement durable du groupe Restalliance. Lors de cette semaine, nous abordons chaque jour une nouvelle thématique et il nous tenait à cœur de dédier un jour spécifique sur le sujet de l'inclusion et de la diversité. Alors, c'était important pour nous pour deux raisons. Tout d'abord, puisque la diversité fait partie de l'une des valeurs socles du groupe Restalliance. Donc, ça nous semblait vraiment nécessaire de dédier un jour dédié. Et ça va nous sembler aussi pertinent compte tenu de la belle dynamique initiée par les Jeux paralympiques de Paris 2024 en ce début du mois de septembre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler d'inclusion dans le monde du sport, mais bien d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Donc, je vous informe que cette table ronde durera environ 1 heure, qu'elle sera enregistrée et que vous aurez l'opportunité d'accéder à un replay dès la semaine prochaine sur YouTube. Si vous avez des questions durant cette table ronde, n'hésitez surtout pas à les poser dans la session Q&R dédiée et nous y répondrons sur un temps spécifique qui sera dédié en fin de réunion. Donc, j'ai suffisamment parlé. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants experts. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. Je vais chacun vous laisser la parole afin que vous puissiez à la fois vous présenter, mais également présenter les missions des structures que vous représentez aujourd'hui en une petite minute. Donc, Koskoun, vous êtes le premier à apparaître à l'écran. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter et présenter votre structure. Merci beaucoup, Chloé. Donc, moi, c'est Koskoun Dogan, donc chargé de relations entreprises à l'ESAT Mur de l'Adaptero de Métropole de Lyon. Donc, je travaille dans le service ESAT Mur, donc établissement et service d'accompagnement par le travail, où nous accompagnons des personnes qui ont comme projet de travailler dans le milieu ordinaire, avec l'accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, nous avons une ergothérapeute, une neuropsychologue et des référents, l'équivalent des moniteurs référents en ESAT, et également des chargés de relations entreprises pour la partie recherche de contrat. Voilà. Très bien. C'était très clair et concis. Merci, Koskoun. Emmanuel, on vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Emmanuel Conti. Je suis chef de projet au sein de l'ADAPI parce que j'ai créé un service d'insertion il y a environ 7 ans au sein de l'ADAPI. Donc ADAPI, une grosse association qui accompagnant les personnes en situation de handicap plutôt axée sur le handicap mental dans toutes les sphères de leur vie. Et du coup, le service Connect qui les aide à trouver des expériences en milieu ordinaire. Donc j'ai cette casquette-là, donc vraiment des personnes dans le milieu protégé qui veulent aller dans le milieu ordinaire, et une casquette aussi en lien avec l'ADAPT, parce que je fais partie de l'emploi accompagné de Lyon. Voilà, donc on aide les personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu, à trouver des expériences dans le milieu ordinaire, dans le monde de l'entreprise et surtout à garder leur emploi. Voilà, un petit peu les deux casquettes que je peux avoir. Très bien, merci Emmanuel. On va parler de ces deux casquettes lors de cette table ronde, donc ça tombe bien. Dimitri, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et pour votre écoute. Donc moi je suis dans un premier temps athlète paralympique sur 100 mètres, donc je suis Dimitri Jodviki. Et par ailleurs je suis également ergothérapeute pour APF France Handicap au sein du Tech Lab, dont la mission est de travailler en fait sur une veille thérapeutique au niveau des aides techniques qui permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir plus d'autonomie, notamment les aides techniques en lien avec l'accès au numérique et aux nouvelles technologies. On sait aujourd'hui que c'est un facteur d'exclusion sociale quand on est exclu justement et qu'on n'a pas possibilité d'avoir accès à l'outil informatique. Donc on a pour but d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais aussi les aidants familiaux et les différentes structures autour de la personne pour mettre en place ce type d'aide technique. Et par ailleurs, je suis conférencier en entreprise pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le tout à travers aussi les valeurs du sport et expliquer, et j'espère que vous avez suivi les Jeux paralympiques et à travers ces Jeux paralympiques, vu qu'on pouvait mettre le mot performance à côté du mot handicap. Et donc, par ailleurs, si on peut être un bon athlète en situation de handicap, on peut aussi être une bonne maman, un bon papa, un bon employé. On peut être un bon étudiant aussi. Et donc, il y a aucun, enfin, on n'est plus défini par nos déficiences, mais par nos capacités aussi à aller au-delà de nos déficiences. Et donc, voilà, j'espère que les Jeux paralympiques ont servi à ça, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Complètement, Dimitri, votre expérience et votre expertise sera très, très utile pour les échanges de ce jour. Et puis Mathilde, je vous laisse terminer par vous présenter, puis faire l'introduction de cette table ronde. Merci Chloé, oui, et moi également. Alors vraiment,
extrêmement enchantée de participer à ce webinaire pour la 4e journée de la SEDD au sein du groupe Restalliance. Donc moi-même, Mathilde Lecoq, j'en suis la directrice générale et particulièrement contente d'intervenir sur cette thématique de l'inclusion dans le monde du travail parce que c'est une conviction de l'entreprise et c'est également une conviction personnelle qu'il y a énormément de choses à faire et je rejoins Dimitri, les Jeux paralympiques ont ouvert des petites fenêtres et je pense que à notre humble mesure, j'espère que ce webinaire va en ouvrir également sur l'importance d'oser et d'aller trouver des solutions pour faciliter l'inclusion parce que des deux côtés, et pour la personne en situation de handicap et pour l'entreprise, comme on l'a mis dans le titre, c'est un vrai pari gagnant. Alors, pour introduire en quelques mots cette table ronde, aujourd'hui, et là aussi, les dernières semaines nous ont permis, je trouve, d'en prendre plus conscience, mais que le handicap, il y a le handicap visible et puis il y a aussi le handicap invisible et il touche une proportion significative de la population française. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative de handicap parmi la population des 15-64 ans, on va dire la population en âge officiel de travailler. Et c'est parmi ces 3 millions de personnes, 1,2 million qui sont en situation d'emploi, en ayant en parallèle un handicap. Donc là, ces chiffres sont communs pour les 1,2 million d'emplois publics et privés. Et donc derrière cet emploi des personnes en situation de handicap, il y a des enjeux nombreux qui sont des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux qui nous concernent tous. Et je dirais que Restalliance étant une entreprise de restauration et de services hôteliers spécialisée dans la santé et intervenant en particulier dans le secteur du handicap, puisque l'ensemble des intervenants qui font partie de l'APF, l'ADAPT, ADAPI, ce sont des structures avec qui, par ailleurs, nous avons des partenariats, on est d'autant plus lucide et attentif à l'importance donc de cette inclusion dans le monde du travail et dans le milieu ordinaire. Dans nos équipes, ce sont à peu près 135 collaborateurs qui sont aujourd'hui en situation de handicap et qui travaillent en milieu ordinaire avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et pour introduire en fait les deux thématiques de ce webinaire, je voulais insister sur la notion derrière cette inclusion dans le monde du travail, la notion d'enjeu pour les deux parties. Bien évidemment pour les travailleurs, pour qui le fait d'avoir cette bascule et je pense que Emmanuel en reviendra sûrement dessus, d'à un moment donné, passer du milieu protégé au milieu ordinaire apporte une reconnaissance sociale qui est énorme, qui est extrêmement forte pour les travailleurs. Et puis des enjeux pour les entreprises. Alors, au-delà de l'obligation légale, dont on parle souvent, mais qui est pour moi une résultante et qui ne doit pas être le driver de la dynamique portée par les entreprises. Donc, au-delà de cette obligation légale, les enjeux ils sont énormes pour les entreprises. Il y a des enjeux d'image, parce que de plus en plus, je trouve, et c'est une bonne chose, nos collaborateurs, et surtout nos jeunes collaborateurs, nous challenge sur notre politique d'inclusion. Donc, des enjeux d'innovation, parce que finalement, et on en parlera, cette notion d'adaptation bipartite au fait d'inclure et d'inclure bien les travailleurs en situation de handicap nécessite de se poser un certain nombre de questions et donc des fois d'innover sur le poste de travail, d'innover sur l'organisation du travail pour tenir compte de ce qui fait la différence des travailleurs en situation de handicap. Et puis le dernier point, l'enjeu pour l'entreprise, c'est clairement un enjeu de performance. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, on a un déficit de main-d'œuvre énorme. Nous ne trouvons pas, chez Restalliance, en permanence, on a à peu près 200 postes ouverts, non pourvus, qu'on recherche. Et donc, cette capacité à ouvrir ces postes et à réfléchir à comment faciliter l'ouverture de ces postes à des personnes en situation de handicap nous offre
un véritable gage, est un véritable gage de performance. Et pour ce faire, et c'est là où je vais introduire les 2 thématiques, que Chloé reprendra, mais c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, dans ce process de recrutement, puis d'intégration de la personne en situation de handicap, ce process soit une réussite? Donc avec la phase d'intégration et puis la nécessaire aussi réflexion au moment, du recrutement, de l'adaptation des 2 parties prenantes, hein, adaptation pour le travailleur et adaptation pour, l'entreprise et l'équipe dans lequel le travailleur va arriver. Très bien. Et ben, merci Mathilde pour cette introduction. Bah, je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme ça a été évoqué, il y aura 2 parties à cette table ronde. Une première partie, on va parler de la phase amont, du recrutement. Quels sont les dispositifs d'accompagnement? Comment aussi l'évoquer lors du recrutement? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de simple, sans rentrer dans une discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Et dans un second temps, on parlera de comment faire que l'intégration de ce nouveau collaborateur soit une réussite, à la fois dans son environnement de travail, sur son poste et dans les équipes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la session Q&R dédiée. Nous y répondrons tout en fin de table ronde. Alors, bah, écoutez, sur cette première partie, ça me semble pertinent de vous donner la parole, Koskoun et Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous avez au sein de vos structures pour aider les entreprises à faciliter le recrutement d'une personne en situation de handicap? Eh ben, il existe, déjà, on peut dire qu'il existe beaucoup de structures qui peuvent aider, hein. Là, nous, avec, Cosgoon, on représente deux structures, mais vous pouvez appeler aussi Cap Emploi. Enfin, nous, on représente, une minorité aussi par rapport à tout ce qui existe, en fait, pour aider. Nous, dans l'accompagnement, on aide vraiment les managers à essayer d'avoir la bonne approche. Alors c'est facile à dire comme ça, mais en tout cas de bien avoir le comportement, la posture adéquate, poser les bonnes questions. Alors voilà, c'est quelque chose qui se fait aussi, au fur et à mesure, hein. Nous, en tout cas, quand on dit qu'on accompagne les personnes, mais en fait, on accompagne les personnes et les entreprises. Voilà, c'est super important parce que si on fait pas les 2, que ce que disait Mathilde, hein, c'est que la rencontre, elle se fait pas, en fait. Après, je sais pas, Cosgoun, qu'est-ce que tu peux en Bah, dire? Après, c'est clair que le nombre de structures qui existent et qui font ce genre d'accompagnement vers et dans l'emploi, il y en a beaucoup. Donc déjà, il y a une différence entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, même si les deux mondes vont de plus en plus, se percutent de plus en plus et j'irais même plus loin, fusionnent de plus en plus, notamment avec la nouvelle réforme des ESAT qui a été mise en place depuis décembre 2022. Donc c'est une réforme qui en fait demande aux ESAT, hein, si on caricature, qui leur demande d'aller de plus en plus, d'ouvrir de plus en plus leurs portes et de laisser également les travailleurs en situation de handicap essayer de plus en plus des expériences dans le milieu ordinaire de travail. En tant qu'ESATOR mûr, voilà, pour les ESATOR mûrs, c'est déjà une réalité depuis bien longtemps. Mais cette loi, elle va dans le sens de dire, c'est parti, on essaie. Mais elle ne dit pas juste c'est parti, on essaye. Elle donne tous les outils qui sont nécessaires à cela. Donc, ce qu'elle renforce surtout, cette nouvelle loi, c'est la fluidité des parcours et surtout le parcours en emploi protégé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est en ESAT, typiquement, elle peut, dans son ESAT, demander à aller tester un métier à l'extérieur, en mise à disposition, en CDI, peu importe. Et elle y va, elle essaye. Si ça marche, elle peut être embauchée, avoir un nouveau statut. Si ça ne marche pas, elle peut toujours revenir. C'est en ça que cette loi-là vient renforcer le parcours des D'accord, personnes. Voilà, pour ne pas qu'elles se retrouvent en situation d'échec. Voilà. Donc, il y a tout d'accord. ça Et qui a donc, été renforcé. Voilà. du coup, ce que vous voulez dire, Koskoun, c'est que voilà, il y a des facilités maintenant pour accueillir les personnes, des fois sur C'est des temps ça. très courts. Comme dit, des mises à disposition, ça peut être des mini-stages, mais ça peut C'est être ça. aussi des emplois qui sont plus pérennes. Ça peut être de l'emploi. Ça peut être de l'emploi avec un retour si jamais la partie emploi n'a pas fonctionné. Disons que cette loi, elle amène tout ce qu'il faut de manière administrative pour le permettre. Voilà. D'accord. Voilà, elle crée tout cet environnement-là et surtout, elle permet aux entreprises de pouvoir bénéficier de l'expertise de ces associations. Moi, je parle en tant que l'ADAPT, mais c'est le cas dans toutes les associations et ça, Emmanuel, elle a bien fait de Mmh. le dire. C'est le cas de beaucoup d'associations différentes. On est beaucoup. On a une expertise, voilà, qui est la nôtre, qui est d'accompagner les personnes, d'adapter leur poste de travail. Et aujourd'hui, tout a été mis en place pour permettre aux entreprises également de bénéficier
de cette expertise-là. C'est-à-dire que les entreprises, comme les personnes accompagnées, ne se retrouvent pas toutes seules. Parce que c'est bien sympa des fois de dire il faut inclure des personnes en situation de handicap. Sauf que comment on fait? Parce que souvent on a un autre métier. Je prends l'exemple de Restalliance, vous avez des chefs par exemple. Et le chef, il peut avoir des formations, mais il a besoin d'être accompagné pour bien accueillir la personne qu'on va lui envoyer. Bien et sûr. pour ça, elle peut bénéficier de l'expertise de différents dispositifs, de différentes associations. Voilà. D'accord, très bien. Donc un accompagnement en fait, tout du long, au moment peut-être de l'identification des postes qui pourraient être intéressants, que du recrutement et qu'ensuite dans la prise de poste et le fait de favoriser un environnement de travail qui soit adapté. Mathilde, vous souhaitiez rebondir? Oui, alors en fait, mon sentiment et mon impression, et j'en discutais pas plus tard que ce midi avec une de nos clientes, je pense qu'il y a eu des énormes progrès et une capacité d'accompagnement, comme vous l'évoquez l'un et l'autre, importante via les diverses associations qui existent. Mais je dirais, une fois que le contact s'est créé, et une fois qu'on est en contact avec l'ADAPT, avec l'ADAPI, avec le système, avec Connect ou avec… et en fait, je pense qu'un des leviers, des maillons peut-être à faire progresser pour l'avenir, c'est l'identification pour une entreprise, et je prends l'exemple du groupe Restalliance, vers qui se tourner avec une exhaustivité peut-être, et peut-être une porte d'entrée unique. Alors, est-ce que c'est via France Travail qui se met en place et qui a désormais intégré aussi la notion d'inclusion dans ses prérogatives? Voilà, c'est une question moi, que je me pose. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs, mais pour moi et pour les entreprises, alors avec la casquette entreprise, un progrès à faire de savoir à qui s'adresser. Une fois qu'on sait et une fois qu'on est en contact, là, je dirais que c'est beaucoup, beaucoup plus facile que par le passé. Koskoun, vous préférez rebondir? Oui, je peux déjà vous donner quelques éléments de réponse. C'est que nous, les ESAT, par exemple, mais pas que, également les entreprises adaptées, les EA, on est présent dans des groupements, identiques d'ailleurs au groupement d'employeurs. Je vous donne deux exemples. Par exemple, le réseau GESAT, par exemple, c'est un réseau qui est devenu Osmose, d'ailleurs, je crois, mais bon, vous pouvez toujours les trouver si vous tapez GESAT, G-E-S-A-T. Par exemple, c'est un groupement d'EA et d'ESAT sur toute la France. Voilà, donc, ils sont présents dans toutes les régions. Et en fait, vous pouvez les contacter pour être mis en relation au niveau local avec une association qui pourrait répondre à votre besoin, vous accompagner sur ne serait-ce que déjà toute votre partie mission handicap, mais également sur la partie plus précise du recrutement. Par exemple, vous savez que vous voulez externaliser une partie de vos activités parce que vous aimeriez bien qu'un ESAT puisse vous faire cette prestation. Vous passez par le réseau GESAT qui envoie en fait, qui vous met en relation avec les ESAT les plus proches, par exemple, ou les EA, qui pourraient vous réaliser cette prestation. En fait, il y a ce type d'organisation-là qui peuvent vous mettre en relation. Il y a également de plus en plus la plateforme de l'inclusion. En plus, là, c'est ministériel, c'est-à-dire que c'est assez facile d'accès, vu que c'est ministériel. La plateforme de l'inclusion fait également de plus en plus de la mise en relation d'entreprises avec des associations qui accompagnent des personnes en situation de handicap, par exemple. Et ces exemples-là, nous, dans les associations, on les a au quotidien. On est contacté au quotidien par le réseau GESAT, par la plateforme de l'inclusion, par d'autres également organisations dans lesquelles on est parti, où on est contacté parce qu'il y a des entreprises qui ne savaient pas qu'il fallait appeler, ils ont appelé le groupement. Ce qui fait que ça permet… parce qu'en fait, quand vous appelez le groupement, il y a une personne qui va prendre votre demande, votre besoin, et qui va déjà commencer à la traiter. Par exemple, si vous voulez une prestation d'ESAT, typiquement, le réseau GESAT ne va pas m'appeler moi en tant qu'ESAT hors mur. Parce que nous, on fait vraiment de la mise à disposition individuelle. Par contre, elle pourrait appeler les ESAT Jacques Chavant, les ESAT Robert Laffont sur Lyon, voilà, et leur demander une mise en relation, un devis, etc. D'accord, donc c'est vraiment une première porte d'entrée qui permet ensuite de disperser selon les besoins spécifiques des entreprises. Ok, merci, c'est très clair. Donc là, on parle du cas des personnes en situation de handicap qui sont déjà accompagnées par vos structures, par l'ADAP, par la DAPU 69. Moi, j'avais aussi une question par rapport aux personnes qui ont un handicap. Donc, un handicap, ça peut être plus ou moins important, plus ou moins visible, plus ou moins lourd. Au moment du recrutement, en fait, quelles sont les clés pour pouvoir aborder ce sujet de manière non stigmatisante et que ce soit plutôt vu comme une ouverture
mais quand même ouvrir le sujet parce qu'on sait que ça reste quelque chose parfois de tabou que les personnes ne souhaitent pas mettre en avant. Et pour autant, parfois, des adaptations sont nécessaires pour pouvoir les embaucher, adapter leur poste de travail. Peut-être, Dimitri, vous pourrez nous faire votre retour d'expérience. Comment aborder ce sujet-là quand on est un employeur? C'est pas forcément quelque chose d'évident parce que le handicap, c'est un sujet qui est assez tabou. 80% des handicaps sont invisibles. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on commence l'entretien en disant, bon, bah, est-ce que vous êtes handicapé ou pas? Donc c'est pas entendable en fait de commencer un entretien de cette façon-là. La meilleure façon, en fait, à mon sens, c'est de montrer à la personne en face de nous que l'inclusion de façon générale, hein, pas que concernant le handicap, est un sujet pris à cœur dans l'entreprise en parlant d'office en fait des dispositifs mis en place, sans forcément demander à la personne si elle en a besoin. En disant par exemple, je sais pas, chez France Travail par exemple, il y avait des accords handicap, en expliquant que voilà, il y a des accords handicap chez France Travail qui donnent tel droit, tel droit, tel droit. Si jamais vous en êtes, vous en ressentez le besoin et que vous pouvez en être titulaire, n'hésitez pas à faire remonter l'information de façon à ce qu'on puisse vous accompagner sans forcément demander frontalement à la personne si elle en a besoin. Mais au moins, la personne, elle entend déjà que c'est un sujet dans l'entreprise qui est pris à cœur, que c'est pas quelque chose qui est stigmatisant, parce qu'en fait, la vraie crainte pour une personne en situation de handicap, quand elle arrive en entretien d'embauche, bah, c'est d'être définie justement par cet handicap-là, et que la personne en face, automatiquement, sans même que ça soit fait méchamment ou de façon discriminatoire, mais avec ses idées préconçues, se disent bah, telle personne, elle pourra pas faire ça ou ça ou ça. Et elle va imaginer, en fait, elle va projeter l'image qu'elle a elle-même du handicap en face d'elle sur les tâches que la personne aura à faire, puis elle va s'imaginer qu'elle pourra faire ci ou ça ou ci ou ça. Et en fait, D'accord. c'est la mauvaise façon d'aborder les choses. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai travaillé, quand j'étais étudiant, j'ai bossé en station-service. Moi, je suis atteint d'une tétraparésie, donc une paralysie partielle des quatre membres. Et tétraparésie, c'est un gros mot quoi, pour un employeur. Si je me présente en tant que tel, en tant que job étudiant, il y avait une pile de CV comme ça sur le bureau. Si j'explique en fait au patron en face de moi que j'ai une tétraparésie, alors même que le job c'est porter des cartons, nettoyer les toilettes, servir les clients, courir un peu partout dans la station toute la journée, si en face de moi j'ai un interlocuteur qui n'est pas formé à ça, qui est pas du tout informé, même ne serait-ce que sur ce qu'est une tétraparésie, ben, en fait, ce qu'il va faire automatiquement par mesure de protection, lui, il faut que ça dépote et il va prendre quelqu'un d'autre. Et Mm. donc, et moi, en fait, quand j'ai eu cet entretien d'embauche-là, on m'a pas posé de questions en lien avec mon handicap ou quoi que ce soit, et j'ai eu la chance de pouvoir, entre guillemets, le cacher, parce que je savais très bien que si je l'avais pas fait, j'aurais probablement pas été recruté. Et puis, en fait, au bout de 2 ans à travailler pour eux en tant que saisonnier, j'ai gagné mes premières médailles de champion de France, puis il y avait des articles dans la presse locale. Et puis un beau jour, Fabrice, le patron, il vient me voir, il me dit bah, félicitations Dimitri pour ton titre de champion de France. Par contre, je crois qu'ils se sont trompés, ils ont marqué handisport à côté dans l'article. Et j'explique à Fabrice en fait qu'ils se sont pas trompés et que je suis bien atteint d'un handicap et il est tombé des nues parce qu'en fait il ne l'avait pas forcément perçu pendant les 2 ans où j'y ai travaillé. J'ai pas forcément eu besoin d'adaptation. Et pour autant, en fait, il s'est senti assez confus, pour pas dire bête, de pas avoir posé la question, de pas s'en être rendu compte. Et ça montre bien aussi que eh ben, il y a une notion aussi d'information à apporter aux employeurs et qu'ils ont besoin d'être accompagnés justement dans le recrutement des personnes en situation de handicap parce qu'en fait, il y a des handicaps, si on entend le nom, ça peut faire peur, quoi, et on va projeter tout un tas d'images sur la capacité des gens en face de nous, alors que en réalité, une personne qui est en situation de handicap et qui retrouve déjà le chemin du travail, qui se retrouve en face d'un employeur, c'est quelqu'un qui a, pour la plupart du temps, déjà fait le deuil du handicap, qui a envie de s'inclure dans la société, d'être utile pour la société. Et donc, il ne faudrait pas lui ajouter un handicap supplémentaire en lui refusant l'accès à des emplois alors qu'ils en ont les pleines capacités, quoi. Donc, l'idée, pour moi, c'est effectivement de montrer dans un premier temps que le sujet du handicap est porté au sein de l'entreprise. Et ensuite, c'est de ne pas avoir peur de se faire accompagner sur le sujet quand on se sent ne pas avoir les compétences ou les capacités d'accompagner le handicap. Parce que bien souvent, on imagine un tas d'adaptations qui est très onéreuse, très compliquée à mettre en place, et la plupart du temps, parfois une souris ergonomique ou un fauteuil spécifique suffit à ce que la personne puisse effectuer la tâche qu'elle a à faire plus facilement, quoi.
Donc, ouais, complètement. Donc, c'est un double processus d'adaptation, mais finalement, pas toujours. En fait, selon les missions, selon le type de handicap, parfois, il y a pas toujours nécessairement besoin de ce double de processus d'adaptation. Donc, j'entends que il y a les structures qui nous accompagnent à la fois dans le recrutement, mais qui nous accompagnent aussi dans la prise de poste, hein. La personne est vraiment au cœur du projet. On rentre dans un projet commun entre l'entreprise et la personne. Est-ce que Emmanuel Koskoun, vous pouvez nous donner des exemples d'adaptations que vous avez pu mettre en œuvre, peut-être selon les typologies de handicap, pour qu'on se rende compte de manière très concrète de qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Alors oui, moi, j'ai accompagné une personne qui avait, dans la restauration justement, en fait, qui avait des problématiques de dyslexie. Donc, en fait, je suis allée la voir sur son lieu de travail et elle me disait: «Moi, je j'arrive pas à lire les recettes». En fait, elle devait suivre des recettes très précises. Je suis allée sur son lieu de travail et moi-même, clairement, les recettes, je les comprenais pas, en fait. C'était illisible parce qu'il y avait, plein de conditions. Alors si un tel, il a tel, régime, il faut lui donner ça. Enfin, franchement, la recette, moi, je l'ai trouvée illisible. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé les recettes avec le manager terrain, en mettant des images, en enlevant des mots qui avaient pas lieu d'être ou voilà. Donc on a retravaillé ces recettes-là et finalement, en fait, il m'a dit: «Bah, tu vois ce qu'on a fait ensemble avec le salarié et le manager, ça a aidé en fait tous les nouveaux arrivants qui, avaient pas forcément de handicap, parce que du coup les recettes, elles étaient plus visuelles, plus sympas à lire et enfin voilà, c'est un exemple d'adaptation, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est un exemple qui m'a marqué parce que du coup, ça avait aidé, les nouveaux arrivants derrière, en fait. D'accord, très bien. Mathilde, vous souhaitez rebondir? Oui, en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est que, peut-être le plus grand facteur clé de succès, d'un bon processus, d'inclusion, c'est le dialogue. En fait, ce qui manque, et j'ai plusieurs exemples en tête, ou en tout cas, ce qui fait que ça fonctionne à un moment donné, c'est quand on en parle et on en parle de façon alors comme l'évoque, Dimitri, en osant le faire, et il y ait une, liberté d'échange sur le sujet dans l'entreprise et ça, je pense que ça vient aussi du plus haut de l'entreprise pour que le handicap soit pas un gros mot, mais quelque chose qui est, normal dans, la vie de tous les jours, qui ne touche pas tout le monde, mais qui fait que par le dialogue et par le simple fait de s'intéresser à l'autre, de poser des questions sans supposer les réponses. Parce que bien souvent, dans les exemples que j'ai en tête de personnes qu'on a intégrées avec des handicaps, c'est très vrai de se dire on a tous, et c'est humain, une interprétation parce qu'on réfléchit avec notre prisme. Et donc, en fait, le fait, ne serait-ce que d'ouvrir ses chakras et de se dire j'écoute l'autre, je me mets dans une position de réception, de récepteur, me semble être un des leviers majeurs. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, sur lequel je voulais réagir, c'est que, bien souvent, les conditions d'adaptation, sont effectivement légères. Je prends un exemple de quelqu'un qui va être, diabétique, qui a besoin de se piquer à l'insuline, l'adaptation, c'est juste que la personne, elle puisse faire une pause, de, 1/4 d'heure, enfin 5 minutes, j'en sais rien, à par contre un moment qu'elle doit être en capacité de définir elle-même par rapport à ses propres besoins. Mais cet exemple d'une simplicité biblique, quand on y pense, si jamais, il n'y a pas eu le dialogue encore une fois, ouvert avec le manager, ça peut effectivement cette simple adaptation très simple peut néanmoins, si elle n'est pas évoquée, Mmh. poser problème. Koskoun, vous souhaitiez réagir? Oui, oui, très bien. Bah, je partage complètement ce qui a été dit hein, par mes collègues ici présents. Et d'ailleurs, je voudrais même, enfin, pour résumer, moi, je dirais, voilà, la bonne façon de parler du handicap, comme l'a dit Dimitri, c'est voilà, c'est déjà de parler, d'évoquer la mission handicap, mais également de pas, voilà, évoquer surtout sous l'angle des besoins. Moi, je Mmh. pense que c'est un des mots-clés, c'est l'angle des besoins, de dire ben, quels sont vos besoins au travail. Et là, qu'on soit en situation de handicap ou pas en situation de Mmh. handicap, ben, des besoins, on en a. Donc, ça peut être un moyen d'évoquer
Je ne dis pas que c'est magique et que ça va marcher, mais c'est un moyen d'évoquer des choses. Et je rejoins également Dimitri pour dire que oui, il y a des adaptations des fois auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont toutes simples. Moi, je pense par exemple à des procédures, ça rejoint également ce qu'a pu dire Emmanuel avec les recettes. Nous, il y a des procédures qu'on a fait en entreprise parce qu'elles n'étaient pas adaptées aux personnes, mais elles ont servi derrière pour tout le service et pour tout nouvel arrivant, parce que c'est des procédures qui sont souvent simplifiées. On utilise le FAQ, donc le facile à lire et à comprendre. Mais pour ça, il faut que les entreprises puissent également se dire, pour une meilleure inclusion, une meilleure intégration, voilà, les mots-clés, c'est besoin et le temps. Surtout au début, se laisser le temps de mettre en place les choses. Et derrière, on ne fera qu'en gagner du temps. Moi, j'en ai vu plein des services dans tout domaine où à chaque fois, on me dit « Ah, mais Koskoun, attendez, là, j'ai pas le temps, faut que vous adaptiez ça, que vous passiez, mais j'ai pas forcément le temps. » Je dis « Mais attendez, on va se poser 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de ce temps-là. On le fait et derrière, vous allez en gagner du temps. » Et souvent, ça fonctionne parce qu'on prend le temps au début de bien organiser les choses et derrière, ça roule. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes présent, donc au-delà du recrutement, des structures comme les vôtres sont présentes en fait au début, surtout au début, on va dire dans la prise de poste, dans la mise en place de l'environnement de travail qui soit le plus inclusif Même dans possible. l'emploi accompagné. Même dans l'emploi accompagné, sur ça, Emmanuel en parlera même mieux que moi parce que moi, je ne suis pas sur emploi accompagné, mais je vois bien le travail de mes collègues qui travaillent également avec l'ADAPI. L'emploi accompagné, c'est la même chose, c'est renforcer le maintien dans l'emploi, sécuriser. Donc, en fonction des besoins de la personne, les conseillers en insertion professionnelle avec des appuis spécifiques, ergothérapeutes, neuropsychologues, interviennent sur l'adaptation de poste à la demande du salarié et de l'employeur. Voilà. D'accord, très bien. Dimitri, vous souhaitiez rebondir? Oui, mais en fait, au moment où j'ai voulu rebondir, Koskoun en a parlé, il faut aborder la question sous l'angle des besoins, c'est exactement ça. Et puis, au-delà de ça, si je peux ajouter quelque chose, c'est que il faut pas oublier qu'on est tous et toutes concernés par le handicap et que demain, le handicap il peut être transitoire aussi. Il n'est pas forcément installé de façon pérenne chez la personne. Demain, si je suis menuisier et que je me casse un bras, je suis tout à fait en situation de handicap par rapport à mon travail. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et puis, pas oublier aussi que quand on met en place une aide pour une personne, en réalité, elle peut servir à d'autres. Quand on installe des rampes d'accès au magasin, c'est pas que pour les personnes en fauteuil. En fait, quand il y a un papa ou une maman avec la poussette, ça aide aussi. Quand on est en béquille, on est bien content qu'il y ait des rampes pour pouvoir se tenir et continuer de descendre les escaliers, par exemple. Donc, il faut pas oublier que ça peut servir aussi au bien commun. Et améliorer la performance globale de l'ensemble des personnes. Et puis pour enfoncer un peu plus la porte ouverte de l'absurdité de donner, en fait, de définir les capacités des gens en face de nous, c'est qu'en réalité, l'employeur, même quand il sait qu'il y a une RQTH, en théorie, il n'est pas censé savoir à quoi elle correspond et à quelle maladie elle correspond. D'une part, parce que il n'est pas médecin, et puis de deux, parce que c'est confidentiel. Et donc, ça vient appuyer le fait qu'il faut bien aborder la question sur l'angle des besoins et non pas de la pathologie des gens. Parce qu'en fait, en réalité, une personne avec la même pathologie, avec les mêmes difficultés, va peut-être avoir des besoins différents en fonction de sa culture, en fonction de ses capacités, de ses habitudes, etc., quoi. D'accord. Très bien. Dimitri, Emmanuel, Koskoun, avant qu'on passe à la seconde partie, est-ce que vous auriez d'autres exemples? Parce que c'est toujours très inspirant pour nous de s'inspirer de bonnes pratiques, d'actions qui sont mises en place du coup pour s'adapter selon les typologies de handicap aux différentes personnes. Dimitri, peut-être avec votre casquette d'ergothérapeute. Moi, je vais aller à l'encontre de ça, c'est qu'il y a justement il y a les ergonomes et les ergothérapeutes, par exemple, dans le milieu du travail. L'ergonome, lui, il va adapter, par exemple, il va aller chez Renault, il va adapter la chaîne de montage des phares pour l'ensemble des salariés. Un ergothérapeute, lui, il va avoir une vision beaucoup plus, alors nous, on parle de patient, mais beaucoup plus patient-centré, quoi. Beaucoup plus centré sur la personne. En fait, en réalité, il pourrait y avoir une adaptation au travail à chaque, enfin, une adaptation au poste de travail, pardon, à chaque salarié. Euh, Ce qui est important de comprendre, pour moi, de façon majoritaire, c'est qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Voilà, de façon générale. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on pose la question sous l'angle des besoins, et bien on se rend compte que parfois les besoins sont très faciles à combler et c'est très très loin d'être aussi onéreux qu'on le pense, aussi compliqué à mettre en place qu'on le pense. D'accord. Très bien, merci Dimitri. Emmanuel, Koskoun? Des exemples, oui, il y en a. Après, moi, j'ai une personne, par exemple, qui a des troubles psychiques. Non, je ne sais pas ce qu'elle a parce qu'elle n'a pas voulu me le dire et franchement, je ne rentre pas là-dedans. Je connais ses besoins. Moi, je suis complètement d'accord avec vous à 150% sur le fait d'aborder par le prisme des besoins. C'est une personne qui a besoin de pause. Elle n'a pas travaillé depuis 12 ans. Donc là, on a retrouvé un poste pour elle, donc 12 ans sans travailler.
Enfin, moi, j'ai déjà fait 3 mois de chômage et au bout de 3 mois, déjà, de reprendre un rythme, de me lever tous les matins, d'aller voir du monde, enfin, c'est super compliqué. Au bout de 12 ans, donc là, elle en a trouvé un travail. Elle a trouvé un travail, c'est pas moi, hein. Voilà, elle a trouvé un travail, mais par contre, elle a besoin de pause parce qu'elle a besoin de déconnecter à certains moments, parce elle est vendeuse à Nocibé, enfin, je vous le dis, hein, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et du coup, elle a beaucoup d'interactions sociales. Donc, elle est passée de 0 interaction sociale, être chez Ah, elle, enfin, clairement, avec son chat, c'est ce qu'elle me dit elle-même, hein, avec ses troubles et tout, un peu seule, à se retrouver à vendre, voilà, toute la journée, avoir des objectifs. Et du coup, la seule adaptation qu'on a trouvée et qui lui correspond très bien, c'est d'avoir des pauses un peu plus régulières. Et l'employeur a été tout à fait OK pour ça. Par contre, ça a créé des petites tensions quand même, pour être honnête, au sein de l'équipe parce que, elle savait pas qu'elle avait un handicap, donc pourquoi elle a eu une pause? Enfin, on a dû faire tout un travail derrière, global avec l'équipe aussi, hein. Parce que c'est pas le monde des bisounours. Alors, j'ai tendance à être un peu directe, mais, voilà, ça peut aussi créer parfois des tensions, donc c'est vraiment à nous et vous les managers à trouver, ben, les bonnes approches avec vos collaborateurs aussi, pour leur en parler, pour voir, comment ils voient les choses, enfin, il y a et puis vous allez peut-être découvrir aussi au sein de vos équipes des fibres un peu humaines ou d'empathie, tout ça que vous allez, découvrir justement en intégrant des personnes en situation de handicap. C'est des retours que j'ai eu de d'accord. chefs d'entreprise, ouais. Très bien. Je Eh ben, rejoins merci complètement Emmanuel. Emmanuel. Oui, Je rejoins allez. complètement Emmanuel, hein. C'est sur la partie sensibilisation. Voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il faut sensibiliser le collectif de travail aussi, les collaborateurs à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Et pour rebondir également sur la partie adaptation dont vous parliez, Chloé, ça peut aller du matériel à des choses Mmh. que même l'employeur ne voit pas. Par exemple, nous, on a des jeunes TSA de plus en plus dans nos dispositifs qu'on accompagne. Donc, ils peuvent avoir une des problématiques récurrentes qui revient, c'est au niveau des habiletés sociales. Ils ne savent pas trop comment réagir parce que voilà, il y a des problèmes de perception, de renvoi d'émotions, etc. Et ben, par exemple, nous, on a une personne TSA accompagnée qui voulait absolument travailler dans de la vente. Pas évident, contact client, etc., imprévu. Et ben, on a travaillé tout au long de sa mise à disposition. On a prévenu l'entreprise que du coup, il y aurait un travail qui sera également fait au sein de nos murs à nous, à l'ADAPT. Et ben, par exemple, la neuropsychologue a fait des ateliers de 2 heures par semaine avec ce jeune homme-là pour travailler déjà sur tout ce qui est reconnaissance des émotions, gestion de l'imprévu et commencer à préparer des espèces de fiches actions. C'est-à-dire, par exemple, ça a beau être de l'imprévu, souvent, dans un magasin, vous avez les mêmes demandes qui reviennent des clients de manière cyclique. Voilà. Il y en a beaucoup, mais elles sont souvent cycliques, c'est les mêmes. Donc, elle a repris par fiche. Quand un client me demande ça, comment est-ce que je réagis? Quand un client me demande ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Quelle est la consigne? Que dit le magasin? Voilà. Et tout ça, c'était avec de l'entraînement, avec la neuropsychologue qui allait également sur place pour voir s'il arrivait à appliquer les conseils. Voilà. D'accord. Mais c'est un travail qui est long. Enfin, c'est un travail qui est long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, aujourd'hui, ce jeune homme, il a été embauché. Pendant 1 an, on a travaillé tout ça. Derrière, D'accord. l'employeur ne voyait plus aucune barrière pour l'embauche. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin de notre soutien, à part sur quelques appels téléphoniques voilà, où il peut nous Mm. dire qu'aujourd'hui, il a vu ça, mais c'est très étalé dans le temps, quoi. Aujourd'hui, il est pleinement intégré et il va bientôt passer sur la plateforme Emploi Accompagné d'ailleurs, parce qu'il a D'accord. besoin d'avoir ce petit suivi toujours derrière. Voilà, très Nécessaire important. de structures telles que les vôtres. C'est ça. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, merci. C'est toujours plus sympa, je trouve, avec des exemples. On se rend plus compte des différentes typologies d'accompagnement qu'il peut y avoir. Et du coup, Emmanuel, tout à l'heure, vous évoquiez le fait de l'intégration dans une équipe, hein, que ça pouvait générer des Mmh. tensions. Donc là, je vous propose d'enchaîner sur cette prise de parole et de passer à la partie 2 de notre table ronde. Comment réussir l'intégration dans mon équipe? Alors là, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, hein, sur lesquels on peut discuter. Comment réussir en tant que manager? Comment réussir l'intégration dans mon équipe? Et le cas aussi où l'équipe est au courant que la personne a une différence, un handicap, et le cas où le salarié ne souhaite pas que l'équipe soit au courant. Et du coup, voilà, ça reste discret, mais pour autant, parfois, en tant qu'équipe, collègue, on peut se rendre compte, se dire, ah, bah, j'ai l'impression qu'il y a une différence, qu'elle a des petites problématiques. Est-ce qu'il faut que j'aille lui en parler? Est-ce qu'il faut que je l'aborde? Mais est-ce que je vais pas être stigmatisante? Est-ce que je vais pas faire de la discrimination positive, négative? Je trouve que c'est pas toujours simple, et même moi, à titre personnel, de savoir comment réagir face à ces différentes situations. Donc, on est très preneur pour avoir vos retours. Peut-être Dimitri, vous pouvez nous faire part de votre expérience?
Oui, dans un premier temps, en fait, ce qui est important, c'est déjà de connaître la volonté de la personne concernée Mm. sur le fait que les gens soient au courant ou pas de son handicap. Je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de savoir, enfin, tout le monde n'a pas forcément envie, pardon, que son handicap soit partagé, et c'est leur droit. Après, derrière, pour le managériat, c'est plus compliqué, parce que comment tu justifies que ton collègue, il prend 2 fois plus de pauses que toi si t'expliques pas qu'il a des besoins? Et c'est pour ça que la question des besoins, elle est super importante, qu'on soit en situation de handicap ou non, parce qu'en fait, si c'est une question de culture d'entreprise, si la question elle est abordée tout le temps par l'angle des besoins, en fait, chacun et chacune a des adaptations sans forcément avoir de situation de handicap. Et puis, je dirais, c'est surtout une question de tact, en fait. Il faut pas oublier comme je disais tout à l'heure, une personne en situation de handicap, elle a essuyé tellement de revers par ailleurs, souvent que quand elle retrouve le chemin du travail, il y a un vrai chemin de résilience et d'acceptation qui a été fait Mm. sur le handicap. Donc, c'est rarement un sujet tabou. En tout cas sur des handicaps qui peuvent être plutôt physiques ou moteurs. Euh, et puis derrière, bah, que ce soit pour le manager ou pour les salariés, quand on est au courant de la situation de handicap, bah, c'est tout simplement de gentiment et avec le meilleur tact possible et le plus humainement possible de dire bah voilà, on a conscience. Par exemple, moi je travaillais avec une personne qui était malentendante. Et on me l'avait pas dit. Et plusieurs fois, en fait, je discutais avec, et j'ai remarqué que la moitié des infos passaient, quoi. Et je me dis, bah, c'est quand même bizarre, parce que soit elle m'écoute pas et j'ai pas l'impression qu'elle m'apprécie pas, soit il y a un souci. Et donc j'ai remarqué en fait qu'elle avait des appareils auditifs. Et quand j'ai remarqué ça, je lui ai dit, bah écoute, j'ai remarqué que si jamais, enfin, j'ai remarqué que tu étais malentendante, si tu as à un moment donné besoin que je répète, ou que je parle plus fort, ou que je parle moins fort au contraire, ou que je m'isole pour passer mes coups de téléphone ou quoi que ce soit, t'hésites pas à me demander. Et tout simplement, c'est une question de tact. Forcément qu'une personne qui arrive à la machine à café en fauteuil et que c'est la première fois qu'on voit la personne, on va pas lui dire alors qu'est-ce qui t'est arrivé, accident de moto ou accident de ski. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et personne ne se permettrait de le faire dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi le faire au travail? C'est avant tout une question de tact, pardon, et puis de préparation aussi des équipes. Autre exemple, bah pareil, on travaillait avec une personne qui avait un handicap psychique, qui était autiste dans notre équipe quand je bossais à France Travail. Et puis, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a prise pour la question obligation d'emploi. En plus, on était le service santé conditions de travail, donc ça Mm. faisait plutôt bien. Mais en fait, on n'a pas abordé la question des besoins avant. Et en fait, on s'adaptait au fur et à mesure. Et en fait, ça mettait tout le monde dans une position inconfortable, déjà la personne concernée, et ensuite les équipes, parce que il n'y a rien qui a été mis en place réellement, le poste n'a pas spécifiquement été adapté, et en fait, il a été adapté au fur et à mesure. Et donc, dans un premier temps, on allait voir le manager en expliquant que ça se passait pas très bien et qu'en fait, ça mettait tout le monde en porte-à-faux. Et puis, Mhm. quand on a vu que le manager n'était pas plus à l'aise que nous pour régler la situation, eh ben, on a décidé frontalement d'aller voir la personne concernée en lui expliquant, écoute, si jamais tu te retrouves en difficulté par rapport aux consignes qu'on te donne ou que tu peux avoir, faut pas que tu hésites à nous poser, à nous le dire. Pareil, si un jour tu es plus heureuse ou moins heureuse ou plus encline à parler ou quoi, faut pas hésiter à le dire. Et puis en fait, on a mis en place des adaptations. Donc en fait, elle avait mis un petit tableau à côté du mur où était posé son ordinateur. Et puis elle avait un curseur et elle avait le curseur de l'humeur. Et comme ça, on savait nous aussi dans quel état la personne était en face de nous. Ça nous permettait d'adapter notre discours ou d'aller la voir à un moment où elle était peut-être plus encline à ce qu'on aille la voir. Et c'est surtout une question de tact, voilà. Et puis de faire attention de ne pas tomber dans la discrimination positive. Eh oui. Parce que souvent, on se dit, ah bah les personnes handicapées, elles donnent plus, quoi, elles ont plus l'habitude de travailler, elles s'adaptent plus. Et donc en fait, on attend d'une personne en situation de handicap qu'elle soit à ce niveau-là. Et puis le jour où elle va être un peu moins bien, puis elle va se mettre à ce niveau, alors que le niveau général est ici, bah, on va penser qu'elle fait moins que les autres, alors qu'en fait, elle est juste plus fatiguée, elle a le droit aussi. Et donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans cette discrimination positive que toutes les personnes en situation de handicap sont capables de s'adapter à tout, qu'on est 2 fois plus travailleuse que les autres, quoi que ce soit, parce que bah, c'est pas tout le temps vrai déjà, et puis on est aussi humain, et des fois on est aussi fatigué, et on a parfois aussi moins envie. Et donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ces biais-là, parce que justement, après, ça crée de la confusion, ça peut créer des tensions dans l'équipe. Et, euh, et là où c'est important pour le manager aussi derrière, bah, c'est de s'affirmer en tant que manager et d'expliquer que si la personne elle a des pauses, c'est que c'est quelque chose qui est vu avec la direction et que c'est quelque chose qui est dans ses droits, tout simplement.
et qu'elle en a besoin, tout simplement. Et puis expliquer aux équipes que si on veut qu'il y ait une belle synergie dans l'équipe, il faut que tout le monde soit en forme et puisse donner le meilleur de soi-même. Et si il faut que Philippe il prenne 2 fois plus de pauses ou 20 minutes de plus pour que l'ensemble de l'équipe travaille mieux, finalement, si on sait l'expliquer et qu'on le prépare en amont, eh bien, généralement, ça se passe bien. Ça se passe mal généralement quand c'est pas préparé et qu'on met tout le monde face au fait accompli. Et là, après, l'humain reprend le dessus et forcément, il y a des incompréhensions qui se créent et des tensions, quoi. Donc, d'où l'importance d'un bon accompagnement au début, de bien anticiper les besoins et mettre en place les adaptations, à la fois sur le poste de travail, mais aussi Ouais. dans l'environnement de travail et dans les relations qu'il peut y avoir avec les collègues d'une même équipe. Je retiens aussi de votre discours, Dimitri, que vous préconisez plutôt d'aller voir la personne si on en identifie quelque chose. Alors, bon, peut-être qu'on peut avoir un mauvais jugement et parfois on peut avoir peur de se dire, si je lui dis qu'elle entend mal, elle va se vexer. Mais vous préconisez d'y aller avec tact et d'aller aborder les choses Mais comme on le ferait avec tout à chacun, hein, finalement, enfin, comme il y a des gens parfois qui sont pas en situation de handicap, on sent qu'ils sont pas en forme et on leur pose la question, là, tu as une petite forme aujourd'hui ou quoi que ce soit, et en fait, au pire, on se trompe. On prend un refus et au pire, on se trompe. Mais dans le meilleur des cas, on offre une main tendue que la personne est libre de prendre ou ne pas prendre. Et après, encore une fois, c'est une question de culture d'entreprise, hein, c'est toujours pareil, mais si dès le début, on sent qu'on est dans une entreprise où les choses sont prises à cœur et sont prises sur le versant humain plus que sur le versant obligation d'emploi, en fait, généralement, ça se passe bien, mais c'est une question de culture d'entreprise. Merci Dimitri. Mathilde, vous souhaitiez réagir? Oui, je rajouterais, je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit, mais je rajouterais que pour nos managers, Dimitri l'a un tout petit peu évoqué, mais il reste aussi manager. C'est-à-dire que il y a bien évidemment être dans l'ouverture, dans le dialogue, dans l'écoute, dans le tact, pour intégrer et être en réceptif par rapport à la situation particulière d'un de leurs collaborateurs qui est en situation de handicap. Mais c'est pas parce que le collaborateur est en situation de handicap que ce n'en est pas moins un collaborateur. Et donc avec aussi des obligations qui ont été peut-être adaptées, mais qui restent des obligations de travail. Et donc d'oser aussi poser le niveau d'exigence qui va correspondre à un fonctionnement normal de l'équipe. Parce que si le manager n'ose pas conserver cette casquette de management, je pense qu'il y a un vrai risque derrière de dégradation. Pour le coup, ça a été aussi un petit peu évoqué, des conditions de travail de l'équipe dans sa globalité. Complètement aligné avec vous, Mathilde. Et Koskoun, Emmanuel, vous souhaitez réagir aussi sur ce sujet de l'intégration dans une équipe? Moi, en fait, j'ai 2 cas, deux choses qui j'aime bien donner des exemples parce que je trouve que c'est assez concret. Nous, on a une personne que j'accompagnais qui est autiste et du coup, qui voulait absolument pas qu'on dise son handicap, sachant qu'il avait des stéréotypies. Donc ça veut dire qu'il avait des comportements un peu particuliers. Je peux me permettre de dire ça comme ça. Il pouvait se mettre d'un coup à se lever, taper dans les mains, enfin, voilà, on est vraiment dans des il était super fort dans son domaine, il était, technicien projeteur, hein, donc dans le bâtiment, mais voilà, il avait aussi ces comportements. On l'a pas dit à l'employeur parce que, moi, je respecte le choix de la personne, c'est normal. Sauf que, je crois que 3-4 jours après, son intégration, on m'appelle en me disant: «Emmanuel, c'est quoi ce gars?» Enfin, clairement, hein, comme ça, hein. «Il fait des choses bizarres, il fait peur à mes secrétaires». Bon, et donc là, en fait, on voit bien que le fait de ne pas l'avoir dit ou en tout cas de ne pas avoir expliqué ses besoins, ça a créé des problématiques derrière. Ils l'ont pas gardé, hein. Ça a été clair direct. Voilà, là, c'est tout à fait compréhensible, hein. Mmh. Et dans ce cas-là, Emmanuel, lorsqu'un Mmh. employeur travaille avec une structure telle que la vôtre, l'employeur se doute bien qu'il y a un handicap, alors qui peut être plus ou moins Oui, important selon les cas, mais en fait, là, le truc, c'est que la personne voulait pas que j'explique ces particularités-là. Et d'accord. il voulait pas que je parle d'autisme, mais voilà, j'ai parlé de handicap, voilà, mais je suis restée très vague, en fait. Et en général, je dis pas qu'il faut rentrer dans les détails. Oui, il est autiste, enfin, d'aller dans les détails des comportements, mais là, en tout cas, on était c'est trop vague. Si vous voulez, D'accord. il y avait pas eu ce en fait, lui, il avait fait ses démarches de son côté, il avait voulu c'est bien, il a pris le lead sur son accompagnement, mais du coup, derrière, et après, par contre, sur ses autres entretiens, il a été plus ouvert au fait d'échanger sur ses besoins et son Mmh. handicap. Parce qu'il a bien vu que ça fonctionnait pas, en fait.
D'accord. Et le deuxième exemple, c'est une autre personne qui a une déficience mentale, qui elle est complètement ouverte sur ça. Et du coup, on a fait une sensibilisation à tous les managers de l'équipe. Enfin, les managers, il y avait aussi les collaborateurs qui allaient travailler avec elle, mais on a fait la sensibilisation en binôme. C'est-à-dire qu'on a préparé le PowerPoint avant ensemble. Donc elle a validé les mots qu'on utilisait en parlant d'elle. C'est-à-dire, c'était pas à moi de dire: «Ah oui, Maud, elle a ça, voilà comment elle est». Enfin, je me voyais pas du tout faire ça, je trouve ça, clairement pas respectueux. Donc on a créé ensemble le PowerPoint et on a présenté le PowerPoint sur son handicap, sur ses besoins, sur la façon de lui parler, mais c'est quelque chose qu'elle avait créé elle, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et du coup Oui, ça avant son intégration et du coup ça avait bien fonctionné, ça passe. C'est un exemple, hein, mais bien sûr. Ouais, mais là, c'était la volonté de la personne de le oui. dire à ses Et vous collaborateurs voyez, il y pour a il y a ce pouvoir, truc aussi où des fois les gens veulent pas et on peut pas aller au-delà de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent bien pas. sûr. Sauf que derrière, on voit que ça c'est pas toujours comme ça, mais dans ce cas-là, ça avait pas fonctionné. D'accord. Très bien. Merci Emmanuel pour ces 2 exemples. Koskoun, vous souhaitiez réagir Bah, aussi sur ce sujet? je rebondis également sur ce qu'a dit, Emmanuel. Il y a une chose qui est phare en ce moment, dans le milieu associatif, en lien avec le handicap, c'est ce qu'on appelle la co-construction. C'est-à-dire que, tout ce qui parle des personnes qu'on accompagne, tout ce qui concerne les personnes qu'on accompagne, tout ce qui tourne autour de leur accompagnement, de leur insertion professionnelle, doit aujourd'hui être co-construit. C'est-à-dire que, comme l'a fait Emmanuel, bah oui, on va faire une sensibilisation, bah on va faire le PowerPoint avec la personne. On va l'intégrer à ce temps de sensibilisation. Elle va pouvoir discuter, expliquer avec ses mots. Voilà, c'est tout ça. Mais également co-construire tout ce qui y a autour, leurs projets aussi. Pendant longtemps, les personnes en situation de handicap, on leur a collé des projets, on a dit, bah, lui, il fera ça. Lui, il fera Mmh. ça, lui, il ira dans cet ESAT, lui, il fera. Bah non. Mmh. Aujourd'hui, nous, quand on reçoit les personnes, bah oui, on fait le point sur leur parcours, mais surtout, on leur dit qu'est-ce que vous souhaiteriez essayer aujourd'hui? Vers quoi vous voulez aller? Dans quoi vous voulez qu'on vous évalue pour voir si c'est possible, pas possible, comment, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la manière de parler du handicap aussi. C'est-à-dire d'intégrer la personne dans cette réflexion, de dire, écoute, comme l'a dit Dimitri, c'est-à-dire tendre la main, dire, ben voilà, j'ai remarqué ça, mais pas forcément interprété. Dire j'ai remarqué ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va mal à certains niveaux? As-tu des choses à dire par rapport au travail? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait d'une manière qui te dérange? Voilà. Et passer plutôt par le biais de, du coup, bah, on a remarqué ça. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire? Est-ce que c'est le cas, pas le cas du tout, etc. Et D'accord. c'est en incluant les personnes dans la présentation même de leurs besoins et de ce qu'ils ont, voilà, comme situation de handicap, qu'on va réussir également à sensibiliser les collaborateurs et à inclure pleinement la personne dans le processus d'adaptation. Voilà. D'accord. Très bien, bah, très clair. Dimitri, vous souhaitiez rebondir? Oui, juste pour compléter, effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait l'autodétermination. C'est Mmh. la capacité de chacun et de chacune et qui est super important parce que on se poserait même pas la question pour n'importe qui. Alors enfin, c'est tout à fait normal. C'est la capacité pour chacun et chacune de faire des choix pour soi. Et ça paraît trivial et évident, mais je vous assure que quand on est en situation de handicap, même invisible, même comme le mien, par exemple, qui m'atteint pas spécifiquement dans ma vie quotidienne ou quoi que ce soit, je vous assure que des choix pour moi, on en a fait tout un tas quand j'étais enfant. Et on m'a Mmh. défini le fait que je pourrais faire du sport ou pas, que je pourrais faire ci ou ça, que je pourrais pas être ergothérapeute, parce que vous comprenez, un ergothérapeute handicapé, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, tout ça, en fait, c'est la question de l'autodétermination est super importante. Et je trouve qu'effectivement, accompagner la personne dans le fait que bah, elle-même, elle puisse sensibiliser en fait ses collègues sur son handicap, je trouve ça formidable parce que bah, avec ces mots, elle va pouvoir en fait raconter aussi la façon dont elle vit les choses et ça sera beaucoup plus simple même pour ses collègues à aborder par la suite. Et puis effectivement, c'est super important aussi lors de l'entretien de leur dire mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'on les envoie pas, alors je vais dire n'importe quoi, mais qu'on les envoie pas faire, je sais pas moi, des espaces verts alors ils ont pas du tout envie, qu'ils aiment pas être dehors, enfin, ils aiment pas du tout manipuler des outils, des choses comme ça. Donc Mmh. c'est super important de respecter cette question de l'autodétermination. Il ne faut Très bien. surtout pas oublier que c'est eux qui travaillent. Je vais me permettre de compléter. Il ne faut surtout pas oublier que c'est eux qui travaillent. C'est-à-dire que nous, quand on accompagne des personnes, bah ouais, au quotidien, ce n'est pas moi qui travaille avec eux, c'est les collègues qu'elle a dans l'entreprise. Donc, Mm. en ça, c'est aussi super important. Ça permet de ne pas coller des représentations qu'on a. C'est comme si Oui. nous, on arrivait dans une entreprise, bah, c'est de la restauration, bah, c'est forcément comme ça, bon, on va faire ça. Non, il faut déjà demander ce qui ne fonctionne pas, ce que la personne voudrait.
Voilà, donc, faut jamais oublier que la personne est au centre de tout ça. Bien sûr, mais comme nous, on peut l'être d'ailleurs en personnes qui n'ayant pas nécessairement de handicap. Donc, Bah oui, tout à fait. complètement. Koskoun, vous évoquez la cuisine, ça tombe bien parce qu'il nous reste que quelques minutes de cette table ronde et on a une question qui nous demande donc comment sensibiliser nos clients à l'intégration de personnes en situation de handicap dans nos cuisines. Donc dans nos cuisines qui sont des métiers quand même assez spécifiques où il y a des risques aussi en termes de sécurité au travail. Donc comment sensibiliser nos clients à l'intégration de personnes en situation de handicap au sein des cuisines directement? Au sein des cuisines directement, c'est-à-dire les clients, là où les cuisines se mettent en place. Sur les établissements ou dans les établissements de D'accord. la restauration collective, en fait. Comment sensibiliser aussi au fait que, peut-être, il pourrait y avoir un intérêt à intégrer une personne en situation de handicap, qu'elle a des capacités tout à fait normales, mais que pour autant, parfois, nos clients, parce que nous, on est chez nos clients, sont réticents, en fait, à intégrer des personnes en situation de handicap dans les effectifs des cuisines. En montrant qu'ils sont pleinement capables. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans des cuisines où on a des personnes, oui, ils ne sont pas chefs, ils ne pourront pas tout faire. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on découpe les postes. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit, voilà, le chef, il a besoin de 3 commis pour faire le travail. Un commis, qu'est-ce que ça fait? On fait la liste de toutes les tâches. Un commis, qu'est-ce que ça fait? On fait la liste de toutes les tâches. Souvent, on a rarement une personne qui peut tout faire. C'est vrai, on a rarement une personne qui peut tout faire. Nous, on demande avec le chef et les managers sur place si, par exemple, la personne qui va intégrer le service pourrait faire ça, puis ça, puis ça, en découpant un peu les tâches de travail et en voyant si ça peut fonctionner. Et souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les personnes, elles peuvent être compétentes et très compétentes des fois sur certaines choses de manière très ciblée, qui fait qu'en fait, le reste de l'équipe peut gagner énormément de temps sur ces tâches de travail-là et également se concentrer sur des choses que eux préfèrent faire ou font mieux également. Voilà. Donc nous, on est un peu des spécialistes dans les hors-murs et à l'adapte de manière générale de la découpe de postes, mais disons que c'est une de nos méthodes pour également faire comprendre à certains clients que l'intégration d'une personne en situation de handicap, c'est pas forcément que sur du poste de travail. Il y a des années, il y a eu énormément d'échecs de personnes en situation de handicap dans l'inclusion, dans l'intégration et dans le fait de trouver un emploi, qui était dû au fait qu'on avait cette rigidité au niveau ressources humaines, qui est encore une réalité aujourd'hui, mais qu'on essaie de déconstruire au maximum, cette rigidité des fois de la fiche de poste. Un vendeur, ça fait tout ça, avec la liste qui est bien cloisonnée, bien fermée, etc. Nous, souvent, ce qu'on demande, c'est de réfléchir à comment on organise les tâches de travail au sein d'un service pour que chacun et chacune déjà ait la meilleure des places. C'est-à-dire que dans n'importe quel métier, vous avez des personnes, par exemple, je prends l'exemple de 2 CIP, pour vous donner mon exemple à moi, et Emmanuel également va pouvoir me rejoindre sur ça. D'un CIP à l'autre, on a complètement des manières d'accompagnement qui sont différentes. On a des domaines de métier dans lesquels on est très spécialisé, d'autres beaucoup moins. Des fois, nous, même au sein de nos services, ça nous arrive de dire telle personne, elle cherche plutôt dans ce domaine-là, toi, tu pourrais mieux l'accompagner dans ça. Donc, plutôt, toi, tu l'accompagnes sur la partie restauration. Moi, je suis plus sur les parties administratives, donc je vais plutôt prendre ces personnes-là. Enfin, on a tous des spécificités et des compétences. Et il faut un peu, voilà. Et pour intégrer au mieux, même dans les cuisines, nous, c'est une méthode qu'on opère beaucoup en hors-mur, c'est-à-dire qu'on fait des missions à partir de tâches de travail dont le service a besoin. On sort du besoin fiche de poste. On passe vraiment par le besoin, bonjour, vous avez besoin de quoi? Et à partir de là, on crée une nouvelle fiche de poste. Et en fait, on remarque que toutes ces tâches de travail dont le chef a besoin que quelqu'un intervienne dessus, elles n'étaient pas ajoutables aux commis qui étaient déjà là sur place parce qu'en fait, ils avaient déjà trop de travail. Et en les externalisant et en le laissant à une personne, en créant un poste, il a permis également d'alléger le travail de ses collègues. On en revient finalement à la notion de besoin qu'on a évoquée à plusieurs reprises lors de cette table ronde. Mais quel est le besoin? Écoutez, on arrive bientôt à terme de cette table ronde. Mathilde, vous souhaitiez dire un dernier mot? Pardon, c'était juste pour illustrer ce qui vient d'être dit j'ai un exemple en tête d'un collaborateur en situation de handicap où souvent dans les entreprises, la vision que l'on projette, c'est des tâches qui soient via une fiche de poste la plus complète possible et la plus riche avec des missions différentes. Or, pour un certain nombre, et encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais pour un certain nombre de travailleurs en situation de handicap, au contraire, c'est ce qui vient d'être dit, l'attente et le besoin du collaborateur va être sur du monotâche.
Et j'ai un exemple d'un collaborateur qui s'est épanoui dans le fait de ne faire que de la plonge batterie, alors que la majorité de ses collègues détestaient faire ça. Et au final, si on n'avait pas changé la fiche de poste et qu'on avait laissé sur une fiche de poste plongeur polyvalent qui faisait de la plonge vaisselle, de la plonge batterie, là, on n'aurait pas répondu aux besoins. Et en fait, là, c'était gagnant-gagnant parce que le travailleur en situation de handicap, ça correspondait à son besoin, à son envie, à ce qu'il aimait. Et par ailleurs, dans ce cas particulier, ça correspondait à ce que le reste de l'équipe n'aimait pas faire. Voilà, donc, Très bien. Merci pour cet exemple. Pour finir, écoutez, on arrive à terme de cette table ronde. Donc, merci Koskoun, Emmanuel, Dimitri et Mathilde pour ces échanges. C'était très inspirant. Et si je devais en retenir qu'un mot, moi, ce serait le mot écoute. 3 mots en fait. Écoute, dialogue et communication. Communication, dialogue à la fois au moment du recrutement, communication avec les structures adaptées pour pouvoir nous accompagner dans le recrutement et ensuite l'adaptation éventuelle du poste. Et ensuite, communication au sein des équipes, avec le manager et avec les collègues. En tout cas, c'était très inspirant. Donc, merci à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Simplement pour vous informer que chez Resté Alliance, donc, ça ne s'arrête pas là. Nous allons poursuivre la dynamique et des actions vont notamment être entreprises pour d'autant plus sensibiliser sur ce sujet lors de la Semaine européenne des personnes handicapées, à laquelle nous allons participer du 18 au 24 novembre et qui portera sur le thème handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir.